De l'émission La Grande Interview. Nous recevons aujourd'hui M. Aimé Emmanuel Yoka. Il est le directeur général de Congo Iron, une compagnie minière basée ici au Congo. Elle fait partie d'un groupe international australien, Sundance Group. Avec lui, nous allons parler du secteur minier, pourquoi le groupe Sundance est venu au Congo et les potentiels miniers du Congo. Donc, ne quittez pas. Bonsoir une fois de plus. Comme j'ai annoncé à l'introduction, nous recevons aujourd'hui M. Aimé Emmanuel Yoka. Il est le directeur général de Congo Iron. Aujourd'hui, il ne va pas parler de la politique. D'ailleurs, quand je regarde son CV, il ne s'intéresse pas beaucoup à la politique. C'est une bonne chose. Et l'émission, ce n'est pas fait uniquement pour les politiques. Donc, on peut recevoir aussi les chefs d'entreprise. Donc, voilà pourquoi nous le recevons aujourd'hui, qui nous parle de Congo Iron. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas Congo Iron. Donc, grâce à lui aujourd'hui, vous allez connaître ce que Congo Iron fait ici au Congo-Brazzaville, les potentialités de cette société, la capacité de création d'emplois, parce que le chef de l'État l'avait dit lui-même quand il avait gagné les élections, qu'il va créer beaucoup d'emplois. Est-ce que la venue de Congo Iron contribue ou va participer à réaliser ce rêve qu'il faut qu'on le dise aujourd'hui? Les Congolais sont toujours à la quête de l'emploi. Donc voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui M. Aimé Emmanuel Yoka. Monsieur Yoka, soyez les bienvenus dans notre émission aujourd'hui. Merci, c'est un honneur, M. Smith. Comment vous allez? Très bien. Bon, et que, monsieur Aimé, vous avez je crois que tous les téléspectateurs, même là, quand j'ai mis sur Facebook que je vais vous recevoir, bon, l'erreur que j'ai fait, il fallait que je dise peut-être Aimé Emmanuel Yoka Junior, mais tout le monde posait la question sur les problèmes de Ntchourou. Je les ai dit non, Ntchourou n'a rien à y voir. Donc, ils pensent que j'ai reçu. Bon, éclairer quand même nos téléspectateurs qui nous suivent, qui vont nous suivre. Est-ce que c'est un peu comme on dit John Smith ou Dupont? Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec vous et le vrai ou l'autre Aimé Emmanuel Yoka, le ministre de la Justice? J'aime beaucoup votre terme du vrai, ça sous-entendrait que moi je suis un faux Aimé Emmanuel Yoka, mais il y a forcément un lien. Donc je suis effectivement le fils d'Aimé Emmanuel Yoka, senior, on va dire. Même si je récuse un petit peu toujours l'appellation de junior. Donc, je suis Aimé Emmanuel Yoka. D'accord. Fils, voilà. Ok. Bon, maintenant, nous voulions que vous nous parliez un peu de Congo Iron. Parce qu'on parle beaucoup du secteur minier congolais. Auparavant, le secteur qui intéressait beaucoup, c'est le secteur minier, mais liquide, donc pétrolier principalement. Maintenant, on commence à parler du secteur solide mineral. Dites-nous, si un Congolais dans la rue voulait un peu savoir Congo Iron, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous pouvez dire à un monsieur ou une dame qui est dans la rue, Congo Iron fait quoi exactement? Très bien. Déjà, dans le nom de la société Congo Iron, donc ça sous-entend, Iron c'est le fer, comme vous le savez très bien en anglais, donc ça donne déjà une mesure de l'activité dans laquelle nous nous engageons. Et notre ambition est de mener à bien un projet assez important dans le nord du Congo, c'est-à-dire dans la Sangha, pour la production de 35 millions de tonnes de fer, de minerais de fer, qui sera destiné à l'exportation principalement sur les marchés chinois. Donc voilà, nous ici on a un bureau à Brazzaville situé près de l'ambassade des États-Unis, juste derrière, et il y a un site donc où se trouvent les mines à Swanké, où le développement de la mine va être fait. Donc notre travail consiste à mener à bien ce projet tout en gérant les relations gouvernementales, les relations publiques, les finances, ce que j'appelle les tracas administratifs quotidiens. D'accord. Donc maintenant, vous êtes basé, comme vous avez dit, le siège est ici à Brazzaville, derrière l'ambassade des États-Unis. Donc pour le Congolais ordinaire, il faut qu'il sache que c'est une société qui va produire le fer. Oui, c'est une société qui va produire du fer et un fer d'une très bonne qualité. Donc c'est vraiment une bénédiction pour le Congo
se diversifier et d'aller sur la voie des mines. Nous espérons que d'ici 6 à 8 mois, on va rentrer dans une phase de recrutement. À l'heure actuelle, nous sommes plus focalisés sur tout ce qui est investissement du projet. Et une fois que ça se sera finalisé, on va rentrer dans une phase de recrutement assez importante où on aura besoin de candidats congolais au niveau des divisions telles que logistique, finance, relations publiques, ressources humaines. Donc c'est une entreprise qui est appelée à croître assez rapidement. D'accord. En termes d'emploi, l'objectif c'est d'atteindre combien d'emplois 500, 2000, 3000, 4000? D'ici 3 ans, c'est 800 emplois directs et 8000 emplois indirects. 8000 emplois indirects. Et maintenant, quand vous dites que bientôt vous allez lancer les emplois, il y aura le secteur de finance, ressources humaines, est-ce que vous allez les trouver ici au Congo? La démarche, c'est de toujours trouver des gens au Congo. Si maintenant on ne trouve pas les compétences locales, on fait appel à des gens, comme on dit, la diaspora très souvent. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour moi. La maison mère Sundance a recherché d'abord un Congolais pour mettre à la tête de Congo Iron, et ils ont recherché un petit peu plus pour ceux qui étaient en train d'exercer à l'étranger, s'ils pouvaient trouver un candidat adéquat pour venir travailler. Donc l'effort est toujours de trouver un Congolais, que le Congolais soit ici au Congo ou bien qu'il soit en France, aux États-Unis et à Londres. L'important c'est qu'il soit Congolais, qui vienne contribuer au développement du secteur minier dans son pays. C'est minier. Et donc vous êtes à Swanké et puis où encore? Nous avons, je veux rappeler que notre projet, il est à cheval sur 2 pays. Donc il y a une mine qui s'appelle Nabeba, qui vient donc du mont Nabeba. C'est là que le minerai de fer se situe. Et à 40 km de cette mine-là, il y a la mine Mbalam du côté camerounais. Donc le projet se situe sur ces 2 localités. 2 localités, donc Mbalam côté camerounais et Nambemba côté congolais. Côté congolais. Maintenant, ce que les Congolais veulent savoir, le minerai que vous allez exploiter, vous allez les exporter comment? Il y a 2 étapes. La première étape, c'est de le transporter par chemin de fer. Parce que la voie d'exportation la plus immédiate, c'est de passer par le Cameroun. Donc le minerai de fer va être transporté sur une distance de 510 km jusqu'au port. Et là, au port, donc on va les mettre sur des navires qui, eux, vont aller au marché finaux, en fait, donc vers la Chine et quelques marchés peut-être européens. On fera selon la santé de l'économie européenne, si elle rebondit. Ça représentera un marché. Mais le marché, principalement, c'est que ces bateaux-là aillent vers la Chine. Vers la Chine, ça serait le marché principal. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a la crise en Chine, c'est fini avec le projet? Non, pas tout à fait, parce que la Chine, ça représente le gros marché, mais tous les autres pays asiatiques sont aussi en train de développer leurs infrastructures. Donc il y a les pays comme l'Inde, le Vietnam, les Philippines, tous ces petits pays satellites à l'Asie font qu'à eux tous, ils peuvent peut-être pas égaler la Chine, mais au moins assurer toujours un plan B sur notre stratégie de placement de notre produit. Mais notre cible principale, c'est de très très loin la Chine. D'accord. La question que je voulais vous poser, vous avez dit l'exportation de ce minerai va se faire par le Cameroun. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que le gouvernement veut? Le gouvernement dit qu'elle va être exportée par le Congo, donc au port de Pointe-Noire. Non, c'est pas une contradiction. Le gouvernement comprend parfaitement que notre projet qui se fait en 2 phases signifie que ça lui laisse à lui le temps de développer les infrastructures au niveau national. Donc la première phase, les 10 premières années de notre projet, ce serait une exportation par le Cameroun, mais le groupe Sundance laisse une porte ouverte pour qu'il y ait une évacuation par le Congo, par Pointe-Noire sur la 2e phase, une fois que le Congo aura construit ses infrastructures. Donc c'est vraiment minimiser l'impact temps, en fait, en passant d'abord par le Cameroun sur un premier temps et plus tard sur par le Pointe-Noire. Si j'entends bien, si le gouvernement jamais ne réalise ces infrastructures, ça passera toujours par le Cameroun.
Oui, on sera obligé, si les infrastructures ne sont pas existantes, on est obligé de continuer sur le Cameroun. On ne mettra pas ça à dos de chameau pour que ça aille jusqu'à Pointe-Noire. Voilà. Donc vous voyez donc que vous êtes une multinationale qui n'aide pas le gouvernement. Pourquoi vous n'aidez pas, par exemple, le gouvernement congolais à mettre ces infrastructures en place? La multinationale aide le gouvernement de simple fait déjà de développer ce projet-là. Ça aide déjà le gouvernement parce qu'on est en train de désenclaver la Sangha. Donc la Sangha, ça fait partie du Congo. À partir du moment où on aide pour ce qui est de construction d'écoles et de routes, ça aide déjà le pays. Deuxièmement, on aide le Congo au niveau des revenus qu'il va recevoir. Le Congo recevra plus que le Cameroun, puisqu'en termes de volume du minerai de fer produit, les 2/3 viennent du Congo. Donc il aura plus de revenus. Et ça va aider le pays à avoir une région qui pour l'instant est complètement désenclavée. Ça, je suis sûr que si vous faites un tour vers la Sangha... Enclavé ou désenclavé? À l'heure actuelle, c'est une région qui est enclavée. Oui. Donc nous travaillons à désenclaver la région en aidant avec les routes et en proposant au gouvernement des partenariats au niveau d'éducation et au niveau on fait beaucoup de social déjà dans le Nord, avant même de rentrer en production. Donc c'est votre responsabilité sociétale que vous êtes en train de faire. Oui. Soyons un peu précis, parce que quand on a un directeur général d'une société comme ça, le commun c'est que c'est normal, vous allez défendre bien votre société et dire vous faites tout. En termes des chiffres réels, vous dites que vous êtes en train de désenclaver la Sangha, vous faites des écoles, vous avez construit des stades de football, des marchés, c'est vague. Précision. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'écoles vous avez construit, combien de kilomètres de pistes de route vous aviez ouvert? Peut-être pas avec toute précision, mais j'aimerais savoir que nous, à Congo Iron, dans la Sangha, nous avons construit une école ou deux dans telle ou telle localité. D'accord. Je vais vous prendre des exemples précis. Donc, on a construit effectivement une école catholique où on a... et quand je veux préciser que nous, ce qu'on entend par construire, c'est la fourniture des bancs et des chaises d'école. Parce que généralement, les gens, quand ils pensent construction, c'est seulement des murs. Donc, on a fait venir des bancs et des chaises d'école qui sont venus d'Australie. D'Australie? Oui. Mais vous ne trouvez pas ça paradoxe? Comment au Congo il y a le forêt, il y a tout, vous partez en Australie chercher? Non, je vais vous expliquer pourquoi ces bancs en particulier sont venus. Parce que je crois que c'est quelque chose qui résume assez bien l'esprit des dirigeants de la maison mère de Sundance. Le directeur financier de la maison mère de Sundance est en train de présenter le projet congolais à sa fille de 8 ans. Et sa fille de 8 ans à l'école, qui a été émue du fait qu'on construisait de l'école pour des petites Congolais qui n'avaient pas d'école. Ils n'avaient pas de banque dans l'école. Voilà. Elle a donc créé une quête dans son école, parce qu'elle a appris qu'il s'apprêtait à jeter des bancs qui étaient encore en très bon état. Et elle a donc organisé cette quête. Et ces bancs-là, ils ont été apportés aux transitaires à qui ils ont expliqué que c'est pour un don pour une école en Afrique. Le transitaire, qui normalement a des tarifs assez particuliers, a dit, puisque c'est dans ce cadre-là, moi je vais faire ma part, je vais vous laisser transporter ces bons-là gratuitement. Jusqu'au Congo. Et ces bons-là, donc quitter l'Australie, sont arrivés au Congo, juste sur la bonne volonté des gens. Donc il n'y a pas eu d'argent de dépenser, mais ça montre juste que c'est quelque part un projet presque personnel pour la plupart des dirigeants de Sundance, rien que par rapport à l'histoire de comment ça a commencé, si vous vous êtes renseigné, qu'il y a eu un crash de tout le board. C'est un projet qui est très très émotionnel pour la plupart des leaders. Donc c'est par rapport à ça que je disais qu'il y a une histoire particulière derrière ces bancs-là. On a également construit un terrain de foot qui n'était pas dans nos objectifs au départ, mais les jeunes de la région sont venus nous voir, ils nous ont dit, mais nous, après le travail, on n'a aucune activité, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que vous ne pouvez pas nous construire un terrain de foot? On a utilisé nos engins et on a effectivement fait ce terrain de foot. Qu'on a d'ailleurs inauguré en décembre dernier. On s'est rendu, mon équipe et moi-même, sur les lieux, et on a inauguré ce terrain de foot. On a construit aussi un marché communautaire, également inauguré en décembre. Et donc, s'il faut avoir, pour parler concret, pour parler chiffres,
En 3 ans d'existence au Congo, dans tout ce qui est social, le Congo Iron a dépensé plus de 2 millions de dollars. Plus de 2 millions de dollars. Voilà. Et rien que pour les routes, on a dépensé à peu près 800 000 dollars. 800 000 dollars. Voilà. Pour désenclaver la Sanga où vous êtes. Voilà. Mais maintenant, quand je vous entends bien, vous donnez les chiffres. Les banques, vous n'avez pas dépensé. C'est la charité ou le bon cœur d'un petit enfant de 8 ans. Maintenant, dites-nous concrètement, là où vous avez dépensé quoi en dehors de cette école? C'était même dans quelle localité? C'est dans quelle localité? La ville, le village que vous avez fait l'école? C'est à Hélène. Hélène. Ouais. Great. Maintenant, en dehors de Hélène ou quoi là, le marché communautaire, il était également fait à Hélène. Et là, on a dépensé. Ah là, vous avez dépensé quand même? Ah ben oui, là, on a dépensé. Et on a utilisé le bois local. Bon, on doit effectivement toujours faire attention à ne pas déboiser plus qu'il ne faut, mais on a utilisé le bois local et donc on a dépensé pour le marché. On a dépensé aussi pour le terrain de foot. Et je vous ai dit pour les routes comme on a dépensé. On a dépensé, parce que vous aimez les chiffres, oui. Oui. À la suite du 4 mars également, on a fait un don de 50 millions de francs CFA sous la forme d'un bloc opérateur qu'on a offert à l'hôpital de Talangaï. L'hôpital de Talangaï. Voilà. Mais l'hôpital qui n'est même pas encore ouvert. Hein, donc ça c'est pas notre contrôle. Ça, c'est... Vous avez donné 50 millions. Oui, 50 millions de francs CFA. Beaucoup d'argent. Mais l'hôpital de Talangaï n'est pas encore inauguré. Oui, mais nous faisons notre part en tant que partie civile. On ne peut pas aller inaugurer l'hôpital en plus. Mais on espère qu'il va être inauguré assez vite et que le bloc opérateur pourra être utilisé. Bon, maintenant, en termes de potentialité minérale, en anglais on appelle deposit. Les champs que vous avez donnés de Nambemba, oui. À quelle potentialité? Bon, il y a environ, au niveau de la qualité supérieure, ce qu'on appelle le DSO, le Direct Shipping Ore, il y a 730 millions de tonnes. Et si on prend la catégorie un petit peu inférieure, l'itabirite, c'est à peu près 4 milliards de tonnes. Là, je prends aussi bien sur Nambemba que sur Mbarga pour vous rentrer. Donc, c'est un projet qui, en termes de la durée de vie, a un minimum de 25 ans de vie. Voilà. Les deux projets. Oui, les deux projets. Enfin, il faut savoir que c'est un produit, le produit qui va être vendu, c'est un produit mélangé. C'est-à-dire qu'on prend le produit congolais et le produit camerounais, on le mélange pour obtenir une qualité optimale. Parce que chaque minerai a des défauts qui, en fait, s'annulent une fois qu'on les met ensemble. Donc, ça reste un seul projet, c'est un seul produit qui sera vendu sur les marchés. Et c'est pour ça que je vous donne les volumes de manière commune. Bon. Maintenant, la question que, quand vous dites maintenant, vous allez extraire ce minerai-là, vous allez extraire celui du Cameroun, maintenant, la question qu'on va vous poser est ceci: ce mélange se fera où? Au Congo ou au Cameroun? Le mélange se fera au Cameroun et la raison est simple, c'est parce que le port sera au Cameroun. Donc le minerai congolais et le minerai camerounais sont transportés tous les deux au port. Le mélange se fait au port et on contrôle la qualité pour s'assurer que c'est bien la qualité que les clients attendent de ce minerai-là. Et après c'est expédié au port. Donc le mélange se fera au port. Je veux juste préciser que comme je l'ai dit pour la deuxième phase, la qualité sera un petit peu moins bonne, donc il y aura une usine d'enrichissement qui va être mise en place côté camerounais et côté congolais, et celle-là elle va également créer des emplois pour le Congo. D'accord, mais vous savez, quand vous dites que le deuxième projet, la qualité serait moins bonne, comme ça serait moins bonne, vous créez une usine au Congo? Non. Là, quand on parle moins bonne, tout est relatif. Faut faire attention. Quand on dit moins bonne, c'est comparé à la première. Oui. La première a une teneur en fer de 62%. La deuxième aura une teneur en fer d'à peu près 38-40. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être utilisée telle quelle dans les fonderies. Il faut d'abord l'enrichir pour augmenter le pourcentage de fer à l'intérieur du minerai et après être expédié vers les marchés. D'accord. Voilà. Quelque part, vous avez parlé de Direct Shipping Ore. Oui. Pour un Congolais ordinaire, il ne comprend pas ce que veut dire Direct Shipping Ore. Voilà, Direct Shipping Ore. Pourquoi on appelle ça Direct? Parce que c'est le minerai de fer peut être expédié tel qu'il est sorti de la terre. Tel quel, on l'expédie vers les clients qui, eux, le mettent directement dans leur fonderie.
par opposition à ce que je viens d'expliquer sur la deuxième qualité où il faut d'abord l'enrichir et après l'envoyer. Donc direct shipping ore, ça veut dire qu'il sort de terre et shipping, donc on peut l'envoyer directement une fois qu'il est sorti de terre. Il n'y a aucune épreuve où il n'y a pas d'étape d'enrichissement nécessaire à ce minerai de fer-là. Ok. Maintenant, vous avez dit quelque part que ce minerai serait exporté vers le Cameroun. Ça passe vers le Cameroun pour l'exportation. Oui. Et maintenant, il faut un chemin de fer. Vous allez construire le chemin de fer côté Congo, combien de kilomètres, et côté camerounais, combien de kilomètres? D'accord. Côté congolais, donc de Nabeba jusqu'à la bretelle camerounaise, donc il y a un chemin de fer de 70 kilomètres. Et du Cameroun, donc du côté de Mbarga, il y a le chemin de fer fera 510 km jusqu'au port. Jusqu'au port. Donc en tout, c'est à peu près 580 km de chemin de fer. Et le financement, est-ce que le gouvernement des deux pays participe dans cette fabrication ou cette construction de ce chemin de fer, ou c'est uniquement le fonds propre de Sundance? Bon, ça c'est une question qui est un petit peu stratégique parce qu'il y a des négociations qui sont encore en cours. Et il y a un dépouillement d'appel d'offres qui est en train d'être fait, mais le schéma qui se profile, c'est que le financement soit apporté par les constructeurs qui vont faire le chemin de fer, avec une option pour le gouvernement congolais et le camerounais de prendre des participations à l'intérieur de ce chemin de fer, et du port d'ailleurs aussi. Et du port. Ouais. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas les gens qui vont venir financer le projet, pour la construction de ce chemin de fer entre le Cameroun et le Congo, ça peut durer une éternité sans que ça se réalise. Non, parce que là, vous parlez juste de la participation des différents gouvernements. Oui. Mais nous, en tant que société, le financement, c'est ça qu'on est en train de boucler à l'heure actuelle et qui, d'ici 3 à 4 mois, on aura déjà la personne qui va construire le chemin de fer et qui apportera les financements avec. Est-ce qu'on peut savoir les soumissionnaires déjà? Non, mais je vais juste vous dire qu'il y a eu 12 soumissionnaires. Il y a 6 sociétés qui étaient chinoises et 6 sociétés non chinoises, donc des sociétés européennes et des sociétés occidentales. Mais les noms sont gardés confidentiels. Maintenant, il y a au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale se plaint qu'au Congo, le Congo ne dispose pas encore d'expertise en matière de ficellement de contrats dans le secteur minier. Cela n'a-t-il pas abouti au contrat lyonnais entre les Australiens et les Congolais? Dans quelle mesure? C'est la question que je pose. Est-ce qu'on a les experts dans le secteur minier pour ficeler les contrats dans les miniers? Oui, il y a des experts. Il y a des experts qui sont au ministère. Les différents directeurs au ministère sont tout à fait qualifiés, ils sont tout à fait compétents. Ce sont des gens qui ont eu des formations à l'international et qui, d'ailleurs, discutent avec la Banque mondiale dans le cadre de la revue de notre code minier. Donc, si on peut négocier avec la Banque mondiale, à mon avis, on est équipé pour négocier avec à peu près n'importe qui. Mais cette même Banque mondiale se plaint qu'ici au Congo, on ne dispose pas encore des experts dans ce domaine. Oui, mais je viens de vous citer quelques experts, mais on n'en aura pas une pléthore pour la simple et bonne raison que le secteur minier est un nouveau secteur au Congo. On aura peut-être plus des experts pétroliers parce que le pétrole a une histoire beaucoup plus longue, mais au niveau du secteur minier, le Congo est en train de mettre en place, et ça fait partie également de la responsabilité de certaines sociétés d'accompagner le gouvernement dans ce cadre-là. On est en train de mettre en place des formations qualifiantes pour le secteur minier. Car on aura besoin de ces gens-là demain pour venir diriger des sociétés comme Congo Iron. Mais encore une fois, c'est un secteur neuf, donc même au niveau de l'éducation ici, la plupart des universités n'offrent pas un programme minier. C'est des choses qui vont être mises en place et ça va prendre du temps. Mais encore une fois, nous n'avons pas peut-être l'expérience de nos voisins de Kinshasa qui ont une histoire minière beaucoup plus importante que la nôtre. Donc ça, effectivement, il y a du travail à faire. Encore une fois, tout part du ministère et il y a déjà quelques experts là-bas qui vont faire des petits, j'en suis sûr. Quelques experts, on dit aussi en français qu'un hirondelle ne fait pas le printemps. C'est vrai. Bon, alors, donc, si on le met de l'autre côté, ça veut dire que même les 800 ou 1000 emplois que vous allez créer pendant les 6 mois qui arrivent, la majorité serait occupée
part Non, attention. les étrangers. Je veux juste préciser. Ce que j'ai dit, c'est qu'on va commencer les recrutements d'ici 6 mois. Oui. Les 800 emplois seront atteints dans à peu près 3 ans, une fois qu'on a reconstruit le chemin de fer, l'usine de traitement. Donc, les 800 emplois, c'est dans à peu près 3 ans. Oui, je n'en disconviens pas. Quand vous n'en avez pas les respect, même pour faire les contrats, ça veut dire que même pour les travaux élémentaires, vous aurez besoin, si ça marche, aller chercher les emplois ailleurs. Oui, ça c'est, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller ailleurs pour chercher. L'important, c'est de se dire que ceux qui viennent sont là de manière temporaire. C'est-à-dire qu'ils vont assurer la transition et la formation des Congolais dans les différents champs et leur faire une passation après. Donc nous avons des projections très claires que d'ici 3 ans, 3-4 ans, il devrait y avoir 90% de Congolais au sein de nos équipes. Ça, c'est notre souhait. Et donc, c'est votre souhait. On a pris l'engagement. Maintenant, il faut que les formations se fassent. Il faut que les formations se fassent. Ça veut dire, par exemple, il faut que le gouvernement fasse un effort pour former les gens dans ce secteur. Ça, c'est incontestable. Et encore une fois, c'est pour ça que je parle de partenariat. Il y a l'université Marian Gwabi qui, par exemple, forme des miniers que nous, on prend, qu'on amène sur notre site et qu'on forme par rapport à la géologie. Maintenant, il faut étendre ce programme-là à plus d'universités au Congo parce qu'on va avoir un vrai besoin de Congolais qui soient experts dans les mines. Donc ça, mais le Congo n'a qu'une seule université. Pour l'instant, moi, je n'en connais qu'une. Une seule université. Ouais. Mais maintenant, avant qu'on conclue notre première partie de cette émission, dites-nous, ceux que vous prenez là à Marian Gwabi, est-ce qu'ils ont un bon niveau? Il faut nous dire la vérité. Ils ont un bon niveau et c'est pas seulement un problème de niveau, c'est disons qu'il y a un panel qui se réunit qui donc regarde les notes de ces élèves-là, mais aussi regarde les appréciations que les professeurs mettent. Et après, donc, tout ça est soumis à la division d'exploration qui fait donc un choix sur les gens qui vont aller sur le site et sur la formation. Donc on essaie d'avoir un processus. On ne vous fait pas de pression. Personne ne vous écrit une note que me fait Emmanuel Yoka, prenez mon fils. Pour l'instant, je n'en ai pas eu. C'est peut-être parce que je viens d'arriver. Ça fait 6 mois que je suis là. Mais je n'ai pas reçu de note dans ce sens-là. La première note que je recevrai, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer à MNTV. D'accord. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, ne quittez pas. Dans la deuxième